4 heures du matin, le 16 septembre 2025, le silence du Sahel a été brisé par une opération éclair. 57 camions, chargés d'armes lourdes, ont été saisis sous les ordres directs du président Ibrahim Traoré. Ce qui semblait être une simple inspection frontalière s'est transformé en la plus grande interception d'armes de l'histoire du Burkina Faso. Mais au-delà de la saisie spectaculaire, une question demeure. Que cachait réellement ce convoi? Ce convoi intercepté n'était pas qu'un chargement clandestin, il représentait une ligne de fracture entre deux visions du monde. D'un côté, la promesse d'un Burkina Faso souverain, décidé à se défendre seul. De l'autre, le risque d'un continent encore traité comme un échiquier par les puissances étrangères. Le président Ibrahim Traoré, en dévoilant publiquement l'opération, a pris un pari rare, transformer une menace militaire en moment de vérité politique. Dans cette bataille silencieuse, chaque arme saisie est aussi une preuve, chaque camion arrêté une victoire contre l'invisible. Ce n'est plus seulement une question de sécurité nationale, c'est un test de lucidité collective. Car si le pays comprend la portée de ce qu'il vient d'éviter, alors ce 16 septembre pourrait bien marquer le début d'une autre histoire africaine. Les premières heures qui ont suivi l'embuscade ont révélé une mécanique d'une précision glaçante. À l'aube, les forces de sécurité ont confirmé ce que redoutaient les plus lucides. Les camions n'étaient pas remplis d'aide humanitaire, mais d'arsenaux entiers. Mitrailleuses, lance-roquettes, explosifs, tout un arsenal prêt à frapper. Le chiffre seul donne le vertige. Plus de 700 millions de dollars d'armes destinées à une opération clandestine. L'ordre venait d'en haut, mais la vigilance venait du terrain. Et dans cette équation, le rôle d'Ibrahim Traoré fut décisif. Les enquêteurs ont rapidement compris que le plan dépassait les frontières. Les armes portèrent des numéros de série effacés, mais les traces ADN du métal racontaient une autre histoire. Certaines venaient de Libye, d'autres du Yémen, d'autres encore, flambant neuves, sortaient directement d'usines européennes. Ce mélange de reliques et de prototypes démontrait une coordination d'une ampleur mondiale. Rien, dans ce puzzle, n'était laissé au hasard. Derrière chaque camion, une intention, derrière chaque itinéraire, une complicité. Le réseau n'opérait pas comme un simple trafic, mais comme une logistique d'état parallèle. Dans la salle de commandement, un détail allait tout changer. Un conducteur, terrorisé, avoua que les réunions préparatoires avaient eu lieu à l'étranger. C'est à ce moment précis que la crise nationale devint une affaire géopolitique. Le Burkina Faso ne venait pas seulement d'empêcher une livraison d'armes. Il venait de déjouer un scénario écrit ailleurs. Et ce renversement, aussi brutal qu'inattendu, plaça le pays sous les projecteurs du monde. Au cœur de la nuit où tout s'est joué, un homme a pris la décision que d'autres auraient différé. Le président Ibrahim Traoré, informé en temps réel par le commandant Moussa Gabor, n'a pas hésité une seconde. Il a ordonné « Stoppez ce convoi ». Faites-le avec prudence, mais faites-le. Ce choix, d'apparence simple, a bouleversé la trajectoire d'un pays. Car dans cette décision se trouvait plus qu'un ordre militaire. Il y avait une vision politique. Les heures suivantes ont prouvé la justesse de son instinct. L'opération, baptisée discrètement Tempête de l'Aube, s'est déroulée sans effusion de sang majeur. Les forces spéciales ont neutralisé les conducteurs, sécurisé les cargaisons et commencé les analyses. Dans le même temps, au palais présidentiel, un cercle restreint de conseillers mesurait déjà la portée du geste. Le Burkina Faso venait de se placer volontairement au centre d'un échiquier mondial. Ce que beaucoup voyaient comme une crise de sécurité était, pour Ibrahim Traoré, une opportunité historique. Montrer que la souveraineté africaine n'est pas un slogan, mais une discipline. En refusant de garder l'affaire secrète, il a ouvert la voie à une transparence inédite dans la gestion des menaces internes et externes. C'est cette audace, celle de parler quand d'autres auraient négocié dans l'ombre, qui allait transformer un incident militaire en moment de vérité politique. Tout commença par un signal faible sur les radars de surveillance nocturne. Une colonne de camions progressait lentement, phare éteint sur une route secondaire proche de la frontière avec le Togo. À 3h57, les drones de reconnaissance confirmèrent l'anomalie. 57 véhicules, chacun bâché, roulant en convoi serré. À 4h, l'ordre de blocage tomba. L'embuscade fut déclenchée avec une précision chirurgicale. Les véhicules furent stoppés en moins de 5 minutes. Les conducteurs, désorientés, furent maîtrisés. Quand les soldats ouvrirent le premier conteneur, la scène figea tout le monde. Des caisses d'armes automatiques soigneusement dissimulées sous des sacs de riz estampillés « Aide humanitaire ». Chaque camion contenait le même mensonge. La supercherie était parfaite, sauf que cette fois, elle avait été interceptée à temps.
Les communications radio se succédaient à une cadence frénétique. « Monsieur le Président, c'est confirmé. Ce n'est pas un trafic ordinaire », rapporta le capitaine Caboret. De l'autre côté du fil, Ibrahim Traoré répondit d'une voix calme « Verrouillez tout. Rien ne doit s'échapper. » Dans les heures suivantes, le dispositif s'élargit. Blindés, hélicoptères, drones, une véritable ceinture de sécurité fut posée autour de la zone. À 7h00, la presse locale capta les premières des rumeurs. À Dirzi, l'information explosa sur les réseaux. Une cargaison militaire saisie à la frontière. Les analystes parlaient déjà d'un tournant, car l'ampleur de la découverte dépassait tout ce que l'on avait imaginé. 25 000 fusils d'assaut AK-47, 10 000 M16, 70 000 grenades, 2 500 lance-roquettes, 400 missiles anti-aériens, 50 tonnes d'explosifs. Un arsenal capable de déstabiliser tout un État. Dans l'après-midi, le président convoqua le Conseil national de sécurité. Autour de la table, le silence régnait. Le ministre de la Défense, général Sadou, brisa la glace. Avec cette puissance de feu, on pouvait envahir un pays entier. Un autre ajouta, si ces armes avaient atteint leur destination, le Burkina Faso serait en guerre civile. Mais au milieu de la stupeur, Ibrahim Traoré resta d'une lucidité tranchante. Il comprit que ce n'était pas seulement une opération militaire, c'était une tentative de sabotage politique. Derrière chaque caisse, il devinait une main invisible. Il ordonna alors la deuxième phase. Identifier les financeurs. Suivez l'argent. Ce fut le début d'une enquête sans précédent. Ce soir-là, tandis que le pays dormait encore, la présidence travaillait déjà sur une communication stratégique. Le mot d'ordre était clair. Pas de panique, mais pas de silence. Le Burkina Faso venait de découvrir un complot et cette fois, il comptait en parler. Les premières analyses de la cargaison levèrent le voile sur un réseau d'une complexité effrayante. Les experts en balistique, épaulés par le renseignement militaire, relevèrent des numéros de série partiellement effacés, mais suffisants pour retracer les origines. Baseline, plus de 40% des armes provenaient de zones de guerre comme la Libye et le Yémen. Delta, près de 30%, étaient d'origine européenne, sortis directement d'usines, toujours en activité. Ce seul écart temporel révélait une chaîne d'approvisionnement encore vivante. Les chiffres continuèrent de parler. Sur les 57 camions interceptés, 49 transportaient des explosifs de grade militaire, 17 contenaient des missiles anti-aériens et 23 abritaient des armes de poing neuves, encore sous emballage. Valeur totale, environ 700 millions de dollars, un montant équivalent à 7% du PIB annuel du Burkina Faso. Une telle somme ne pouvait venir que d'un réseau international. Les analystes financiers suivirent la trace des paiements, comptes offshore, transferts cryptés, sociétés écran. Très vite, une carte se dessina. L'argent circulait de l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest en passant par les Émirats et le Ghana. Mais le plus troublant était ailleurs. Certaines armes portèrent des marquages industriels compatibles avec des fournisseurs travaillant pour des armées de l'OTAN. Ce constat, explosif sur le plan diplomatique, confirmait l'intuition d'Ibrahim Traoré. Cette affaire dépassait les frontières nationales. Le président ordonna un audit complet, exigeant que chaque pièce à conviction soit photographiée, cataloguée et rendue publique. Dans un geste inédit, il fit exposer une partie des armes saisies au palais présidentiel sous haute sécurité. Devant les caméras, il déclara « Voici les preuves. Ces chiffres ne sont pas des rumeurs. Ils disent la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Notre continent est attaqué, non pas par des armées visibles, mais par des mains invisibles qui arment nos ennemis. » Cette transparence, inhabituelle dans un contexte de crise, fut saluée par une partie de la population comme un acte de courage. Les chiffres n'étaient plus abstraits, ils devenaient symboles. En moins de 48 heures, le pays entier comprit que ce qui avait été évité n'était pas seulement un drame, mais une destruction programmée. Dès la publication des premiers chiffres, les réactions internationales ne se firent pas attendre. Certains médias occidentaux minimisèrent l'affaire, évoquant une exagération nationale, voire une manipulation de propagande. Des analystes étrangers suggérèrent que le président Ibrahim Traoré instrumentalisait la crise pour renforcer son pouvoir. Mais ces voix critiques se heurtèrent vite à la solidité des preuves. Les images satellites, les numéros de série, les documents de douane interceptés, tout confirmait la véracité de l'opération. Le gouvernement burkinabé, plutôt que de riposter par des discours idéologiques, répondit par les faits. Un rapport technique, rendu public, détailla la chronologie complète. Origine des armes, itinéraire de transit et connexion financière. Ce document, vérifié par plusieurs pays africains alliés, démonta un à un les doutes semés dans les rédactions étrangères. L'argument opposé,
celui d'un coup monté interne, s'effondra lorsque les premiers suspects furent présentés à la justice. Parmi eux, d'anciens ministres, des officiers à la retraite et un homme d'affaires influent, France Bongo, dont la confession allait